Alors on y va, il y a un ami qui a appelé ça traduction sans filet. Mais lui, il est complètement bilingue. Moi, je ne le suis pas. C'est un livre pour lequel j'ai un énorme respect. L'autobiographie de Bill Wyman, le bassiste des Rolling Stones de 1963 à 1993. Mais surtout, le seul vrai témoignage de l'intérieur qu'on a de tous les hasards, les arbitraires qui ont fait la catalyse de tous les excès sur ce groupe. C'est un livre qui est traduit dans toutes les langues européennes, sauf en français. Donc l'idée, c'était de se dire, on le lit. Et moi, j'ai un défaut dans ces questions-là, c'est que il n'y a que le détail qui est intéressant. Si tu arrives au tout petit détail, que tu peux comprendre, bam, les grands événements. Mais alors, si on lit jusque dans le plus petit détail, ben, il nous faudrait 10 ans pour arriver à la moitié du livre. Alors, ça me désespérait un peu, et je crois qu'on va faire autrement. Alors, de toute façon, aujourd'hui, on continue Bill Wyman, bien pour arriver jusqu'à ce moment où il va être prêt de rencontrer les Rolling Stones. Mais l'idée, puisque j'appelle ça Rock Stories, pourquoi pas, par exemple, bifurquer sur le batteur de Led Zeppelin, John Bonham. Si là on est dans le détail, ça me redonne envie d'aller voir l'enfance de ce gars, fils de menuisier là, près de Birmingham. Ça me donne envie. Les Rolling Stones, s'il nous faut 20 ans pour arriver à 1973, bah, peut-être qu'on peut par exemple glisser jusqu'à Graham Parsons, ce type qui était si proche de Keith Richards en 1969, 1972, qui est mort d'une overdose en Joshua Tree en 73. Ses copains volent son cercueil dans un truc de transit d'aéroport, vont le brûler dans le cimetière. Bon, j'en ai tellement de bouquins. Par exemple, Jimi Hendrix. J'ai fait toute cette série, là, comme ça. Il y en a 18, mais si on prend l'histoire de Noel Redding, c'est ce guitariste qui devient bassiste du premier Experience, le bouquin de Noel Redding, c'est pareil. Hendrix, qu'est-ce qui m'a fatigué? C'est que tu suis linéairement. Alors, bon, on va voir. En tout cas, l'exercice, j'ai envie de le continuer. Suite du précédent épisode. Il semble que j'ai été un gamin qui pleurait beaucoup. Les voisins dans la rue grognaient tellement que mes parents me mettaient dans la poussette et me promenaient jusqu'à ce que je m'endorme. 2 années plus tard, un petit frère est arrivé, le 15 octobre 1938. Brian John. Mais nous, on l'appelait John. Il était le favori de ma mère. Et c'est des petites phrases comme ça qui passent, qui ont l'air de rien. Et puis tout d'un coup, après, quand tu arrives au sérieux, ben, tu te dis, tiens, peut-être cette petite harmonique, est-ce qu'elle a compté? On va voir. Et puis, le 11 décembre 1939, 11 mois, ma sœur, la plus grande, Anne Rosemary. En avril 1940, ma mère et nous, les 3 enfants, on a été mis en sécurité au pays de Galles, Wales, un patelin qui s'appelait Pembrokeshire. C'était merveilleux les premiers jours, et puis le voyage pour arriver dans cette campagne. Mais ma mère ne s'est pas sentie heureuse là, et on est revenu à Londres après seulement quelques semaines. Et c'est là, au retour, dans ce voyage, qu'elle nous a offert nos premières bananes. On avait faim, on avait tellement faim, on les a mangées si vite qu'on n'avait même pas enlevé la peau. On a été horriblement malades. De retour à Sydenham, donc le quartier près de Penge où ils habitent, retour à la vie normale. Alors là, c'est un peu compliqué dans l'autobiographie de Bill Wyman parce qu'il est à la fois linéaire, mais quelquefois il oublie un peu son âge. Je prenais souvent le bus 75 de Sydenham à Penge pour rendre visite à la mère de ma mère, ma grand-mère Florie Jeffery. Et puis là, je restais pour
de petites périodes pour diminuer la pression sur ma mère, hein, qui avait assez à faire avec les deux tout petits enfants, à la fois à rapprocher de le petit frère qui est le préféré, et puis le fait que ce soit autant sa grand-mère que sa mère qui l'élève. Ma grand-mère m'aimait beaucoup. C'était réciproque. I loved her dearly. Tu vois, sous-jacent, il y a ça qui monte un petit peu. C'est elle qui m'a appris les bases de la lecture et de l'écriture, les tables de multiplication. Et puis, elle m'a appris à réciter l'alphabet à l'envers. C'est juste une question de rythme. ZYX, WV, UTS, RQP, ONM, LKJ, HGF, EDCBA. Alors quand je suis entré à l'école primaire, maternelle, Infants School, à l'âge de 3 ans et demi, c'est la maternelle, ouais, c'est la petite section, nous c'est peut-être plutôt le CP, c'est pas grave, on va pas chercher la petite bête là-dessus. L'instit a demandé si quelqu'un savait l'alphabet. Je lui ai dit que je le savais dans les deux sens, ce qui l'a grandement étonné. Alors, je l'ai récité à toute la classe et me suis rassis fièrement, tout le monde tellement stupéfait. Ma grand-mère m'avait procuré mon premier instant de gloire. Et tu vois l'idée de la gloire comme ça rentre là pour le futur Rolling Stone. Quelquefois le matin à Sydenham, j'aidais le laitier à distribuer les bouteilles devant les portes. Il me donnait un petit pourboire. Mais ce petit revenu finit brusquement une fois que mon frère John, le petit, le préféré, qui maintenant arrivait à 2 ans, se prit les pieds et tomba sur ce triporteur, freewheel cart, tomba sur le chariot. La roue avant lui passa sur le bras, le cassant, et fini pour moi la collaboration avec le laitier. Dans mes souvenirs de ces années-là, je me souviens d'un accident. J'avais mangé sans le faire exprès, j'avais avalé, swallowed, mordu, avalé, une ampoule de lampe de poche. C'est pas gros, les ampoules de lampe de poche. Ma mère m'a emmené à toute vitesse aux urgences au South London's Children's Hospital, l'hôpital pour enfants de Londres Sud. Et là, on m'a forcé à manger un sandwich de pain qui était enveloppé dans du coton. Un sandwich, on m'a forcé à manger 2 tartines de pain avec du coton à l'intérieur. Il faudra m'expliquer, mais on est en 1942. La sensation de mordre dans du coton, comme ça vous entrait dans les dents, le mâchant sans l'avaler, ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est un gars de plus de 50 ans qui parle. J'ai jamais plus supporté le toucher du coton depuis lors. Alors, est-ce que c'est traduire? Est-ce que c'est déchiffrer? Est-ce que c'est jouer avec? Ne me posez pas trop de questions. Quelqu'un qui m'a dit l'autre jour à la première vidéo, je vais mettre mon livre à côté. Si on fait ça, on est mal parti. Moi, je raconte. Oui, même là, je ne sais pas combien de minutes on est, et on a fait quoi? Une page. La bataille d'Angleterre a commencé au mois d'août, et ça a continué jusqu'à la fin d'octobre. Je me souviens de tout le monde debout dans la rue, regardant le ciel rempli de ces formations des bombardiers allemands. Parmi eux, la trace blanche de nos propres chasseurs, et tout le monde qui les applaudissait. Greeting, tout le monde qui les félicitait, ces courageux Anglais. Mes expériences romantiques ont commencé à l'époque. J'avais 4 ans et j'étais tombé amoureux de Mary Tappington, ma voisine next door. On jouait dans les buissons, dans la cour devant chez elle. Vous savez, ces maisons anglaises avec les bow windows, et juste entre la maison et la rue, un tout petit truc là, qui fait 2 mètres. Il y a du buis, quelque chose. Souvenir des premiers baisers avec nos mères qui regardaient pas très loin.
Quelquefois, dans la maison de ma grand-mère, pendant les alertes aériennes, on dormait dans un abri au fond de la cour, où je partageais un grand matelas avec mes 3 tantes, Café, 15 ans, Dolly, 13 ans, et Bessie, 11 ans. Quand on se couchait, eh bien moi, innocemment, j'explorais sous les draps, et j'étais fasciné par ces étranges odeurs et ces contacts de poils que je découvrais. Mes tantes faisaient juste semblant de gigoter un peu. On rigolait bien. Et bon, c'est pas la peine que j'aille dans les détails, c'est dans le livre. Pendant quelques mois, les 2 plus jeunes sœurs de mon père, Dolly et Bessie, m'emmenaient chaque samedi dans le tram. Une expérience formidablement sauvage, bruyante, on sentait le vent là sur nos sièges de bois depuis Catford jusqu'à Honor Oak Park. Et parce que là, je prenais des leçons de piano d'une madame Oppenheimer pour 1 shilling la leçon. Ça, par contre, c'est important. C'est que le petit Bill, et là on va avoir 6 ans, il y a l'apprentissage de la musique. Les leçons de piano de madame Oppenheimer, est-ce que ça suffit à faire un Rolling Stone? Certainement pas. Mais comment, il y a cette grande catalyse qui tombe sur les Rolling Stones, pourquoi c'est eux? Peut-être que là, l'enfant de 6 ou 7 ans, prenant sa leçon de musique avec madame Oppenheimer, pour avoir pris le gros tram avec ses sièges de bois et le vacarme infernal que ça faisait, accompagné par une des sœurs de son père, ça compte? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi la période où j'ai eu ma première bicyclette. Donc, c'est là où je dis que le livre, là, faut pas non plus chercher la petite bête, parce que tout d'un coup, il a 4 ans, il a 5 ans, il a 6 ans, et le voilà avec sa première bicyclette. Je faisais des courses, et pendant plusieurs mois, je faisais les livraisons de l'épicier du coin. Et quand je lui ramenais ce qu'on m'avait payé, il le marquait dans son livre de caisse. Un jour, il prend, comme d'habitude, l'argent que je ramenais au magasin, et à mon grand ébahissement, il me dit avec un large sourire que sur ce que j'avais ramené, les courses, les livraisons que j'avais faites, j'avais économisé 3 livres et 10 shillings, et que le vélo, maintenant, il était à moi. Alors, fier, en français on dirait fier comme Artaban, en anglais on dirait fier comme un petit banc. Non, I proudly pushed the tiny two-wheeler home. Je ramenais fièrement le petit vélo à la maison, ne sachant même pas comment monter dessus. Bah ouais, c'est bizarre. En fait, il devait faire les courses et les livraisons à pied. Et au bout du compte, l'épicier lui dit « T'as gagné le petit vélo ». Mais ma mère, aussitôt, la mère qui préférait le petit frère, vous savez, aussitôt m'a accusé de l'avoir volé. Et promptly beat me. Le mot beat, voilà qu'il arrive dans le livre, mais pas comme on croit. Et j'ai pris une sacrée rouste. C'est moi qui ai insisté pour qu'on retourne au magasin avec le vélo pour le rendre. Et là, l'épicier lui a expliqué que ce qu'il avait mis de côté sur les livraisons que je faisais avait permis l'achat du vélo. J'ai séché mes larmes et j'ai gardé mon vélo. En juin, en juin, l'Allemagne envahit la Russie. On a envoyé mon père à Nottingham pour travailler à construire des hangars pour les avions. On a été évacué avec ma mère plus de 150 miles, donc ça fait 300 km de Londres pour le rejoindre.
On a déménagé dans un logement provisoire, Sherwood Street, Mansfield Woodhouse. Jouais dans le parc de la commune avec les autres enfants. Eux, ils se moquaient de notre accent cockney. On est à 300 bornes de Londres. C'est pas le même accent que dans le Londres populaire. Et sans cesse, nous, ce qui nous préoccupait, c'était de demander du pain et du beurre. Butter, on disait Bappy. Alors c'est comme ça que dans le quartier, on nous a appelés. The Bappy Kids. Les Bappy gamins. Les gamins Bappy. Après les vacances d'été, en septembre, je suis entré à l'école, là aussi. On avait bien 2 kilomètres à faire avec les autres copains dans les bords de la ville, dans des petits chemins qui longeaient des champs, des fermes avec des animaux. Finalement, c'était pas désagréable. C'était pas si désagréable et on a fini par avoir notre propre maison, 122 Cork Street. C'est là que j'ai eu mes 5 ans. Vous voyez les petites approximations. L'offensive anglaise, je pense qu'il parle de l'Irak, Western Desert, a été lancée en novembre-décembre 1941. Les forces japonaises ont attaqué Pearl Harbor, détruisant la flotte pacifique américaine. Évidemment, c'est un livre. Wyman pense toujours aux lecteurs américains, donc il va toujours maintenant mener un petit peu les deux à la fois. Les jours suivants, l'Allemagne et l'Amérique ont déclaré ensemble la guerre au Japon. Le 18 décembre, mon père a passé un examen médical à Mansfield et a été déclaré bon pour l'armée. 1942 a commencé avec de grandes chutes de neige à Nottingham. Nous, on devait se creuser un passage à la pelle pour sortir de la maison. Près de la gare, il y avait un grand espace libre. On y faisait de grandes glissades. Et à la fois les enfants et les adultes s'y retrouvaient. En février, quand la neige a commencé de fondre, Singapour est tombé aux mains des Japonais. Mais le jeune William Perks a eu des problèmes plus sérieux. C'était des temps pas très favorables pour moi à l'école, où l'instituteur se moquait sans arrêt de mon accent cockney et mettait tout son poids pour que j'adopte le parler local. Et si je m'y refusais, me battait. Bon, c'est pas comme ça qu'il parle. Hitting me when I wouldn't. Et si je parlais avec mon accent, je prenais une baffe. En gros, c'est comme ça que je traduirais. Mais avec les gamins, on jouait aux bandits. On se cachait dans une vieille église abandonnée. On y faisait des feux pour se réchauffer. J'ai des souvenirs magnifiques, magiques de ces longues marches pour revenir de l'école maintenant que le printemps était revenu. Au début de l'été, les expéditions qu'on faisait dans les chemins et les champs juste à côté, chassant les grenouilles, les lézards, les nids d'oiseaux, tout ce que font les gamins à la campagne. Ça a bien duré jusqu'à ma propre époque, début des années 60. Une fois, on a joué dans un terrain tout près d'une ancienne mine qui était remplie d'une espèce devenue comme un marécage noir et épais. Ma sœur Anne, qui arrivait juste à ses 3 ans, a marché là-dedans et ne pouvait plus en sortir. Finalement, on a réussi à la tirer, mais ses chaussures sont restées à l'intérieur de la bouillasse. Elle est revenue à la maison en pleurant. Mais même là, dans le fond du Nottinghamshire, la guerre n'était jamais loin. Je me suis réveillé une nuit, en été, avec le bruit d'un avion qui s'était écrasé juste à côté. La chambre tout entière s'est allumée d'une sorte d'éclair rouge. Tout ça finit
vers août 1942. À cause de mon échec à l'école, j'ai demandé à ce qu'on puisse retourner à Londres, que je vive avec ma grand-mère, Jeffrey, dans sa maison de Penge. Ma grand-mère, alors âgée de 52 ans, jeune, et grand-père vivaient là ensemble avec Nobby Everett, un locataire ami de la famille, et ma tante Dorothy, la plus jeune sœur de maman. C'était une maison agréable pour un gamin de 5-6 ans. Mon grand-père faisait pousser des légumes comme des haricots verts, des pois, des salades, de la menthe. Et puis, ses fleurs préférées, des pois de senteur. Je les aidais à faire les travaux du jardin. Il y avait 2 chambres, une cuisine et scullery. Les toilettes étaient dehors dans le jardin et tout le monde utilisait des pots de chambre qu'on mettait sous les lits. L'endroit était éclairé au gaz et le seul chauffage venait de la cuisinière et du poêle. Un abri anti-aérien dans le jardin, mais on devait le partager à plusieurs familles. Mon grand-père, qui avait alors 61 ans, réparait les bottes et les chaussures pour les voisins. Mon grand-père, qui avait 61 ans, était cordonnier, connu pour les chaussures dans le voisinage. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais traduire un jour. Mais il était aussi réputé pour sa façon d'égorger les poulets, les canards et les lapins. Égorger et écorcher, slaughtering, en tout cas. Et moi, je le regardais avec fascination quand il les ramenait justement dans l'arrière-cuisine et les serrait par le cou. Je l'aidais ensuite à les ébouillanter, puis les plumer, enfin plug them, là, je pense qu'il parle des poulets et plus des lapins, avant de les ouvrir et leur vider les boyaux. C'est marrant comme il aime tout d'un coup, là, il se met à tout un détail. Une fois, il a ouvert un poulet et a trouvé dedans tout un chapelet d'œufs, presque arrivé à pleine taille. Quelques-uns et d'autres comme des petits pois. Les mystères de la vie. Dès cette époque, et jusqu'à ce que j'ai mes 16 ans, les poulets et les canards, ces années-là, c'était special treat. C'était le bonheur merveilleux. C'est ce qu'on gardait pour le repas de Noël. Un plaisir singulier de ces années pour nous, les gamins anglais, c'était de s'asseoir juste devant le pub avec une limonade pendant que les adultes, donc le grand-père, étaient entrés à l'intérieur. Mon grand-père est Nobby. Qui est Nobby? Le locataire? Ouais, c'est ça. Nobby Everett. Mon grand-père et Lobby passaient une bonne partie de leur soir dans le Lord Palmerston à Penge, le nom du pub. Et là, ils jouaient aux fléchettes, aux dominos. Et moi, je buvais ma limonade avec un petit biscuit. Et les autres enfants, là, sur le trottoir. Ma deuxième sœur, Judith Cecilia Grace, est née à Mansfield House le 20 octobre 1942, donc à 300 km. Et mon propre anniversaire et celui de mon petit frère John, comme celui de cette jeune sœur, était chaque fois, à quelques jours près, celui de l'anniversaire de mon père. C'est quelques jours après cette naissance que les Allemands et les Italiens ont été battus à El Alamein. En novembre, mon père a pu
En novembre, mon père a été rappelé sous les drapeaux. Il a été convoqué à Matlock Bath, dans le Derbyshire, pour 6 semaines d'entraînement. Une fois là-bas, il m'a sculpté un petit avion de bois qu'il m'a envoyé à la maison des grands-parents à Londres pour cadeau de Noël. Cette année-là, le disque numéro 1 aux USA, c'était Bing Crosby, un Noël blanc, qui allait devenir le plus grand record de vente de tous les temps. En 1943, au moment de la bataille de Stalingrad et les premières défaites allemandes, on nous faisait faire des exercices de protection anti-aérienne à l'école primaire, Melvin Infants School. C'était important, ces exercices basiques de sécurité. Il fallait les faire vite. Les sirènes des raids aériens, une fois, les sirènes des raids aériens sont fait entendre un midi, alors qu'on mangeait. Moi et mon copain Derek Stutley, en 1943, alors que les restes de l'armée allemande se faisaient battre à Stalingrad, à l'école primaire, Melvin Infant School, on nous faisait faire des exercices de tir et de raids aériens. L'importance de ces bases pour la sécurité nous est apparue à une vitesse terrifiante. Une fois, les sirènes des raids aériens se sont déclenchées à midi, alors qu'avec un copain, Derek Stutley, on arrivait en haut de notre rue. Un chasseur bombardier allemand s'est approché en rugissant, tirant entre les rues de la ville. On a couru entre les maisons et puis ces petits murs de soutènement pendant qu'il passait au-dessus de notre tête avec son bruit de mitrailleuse. Derek a pu rejoindre sa maison plus bas, et puis moi je me suis précipité dans l'appartement de grand-mère où elle m'attendait. Elle m'a fait descendre la bride derrière vers l'abri anti-aérien dans le jardin, mais l'avion est revenu avant qu'on n'y soit arrivé. Par la fenêtre de la lucarne, on l'a vu passer à toute vitesse, là-bas, très bas. Nous sommes restés debout contre le mur en tremblant jusqu'à ce qu'il soit parti, puis nous avons couru vers la sécurité de l'abri. C'était terrifiant, mais naturellement les enfants en ont fait une aventure. L'alerte finie, on a parcouru toute la rue pour ramasser les balles, les extraire des murs, les balles de mitrailleuse. Plus tard dans la journée, on a appris que c'était un de ces avions allemands qui avait bombardé et mitraillé l'école de filles dans le quartier voisin à Lewisham, tuant 23 enfants et 4 enseignants. Bientôt, maman et les autres enfants retournèrent vivre à Mill Road, Sydenham, où je les rejoignis. Papa avait été affecté près de Chiswick, à l'ouest de Londres, où il a suivi un cours de conduite avant d'être sélectionné par les Royal Electrical Mechanical Engineers. Je me gourre un peu. Attends. A short driving course. Bah ouais, hein. Oula, mais driving quoi? Mais conducteur d'engin, bah ouais, bah voilà, simplement. The Royal Electrical Mechanical Engineers, pour conduire les engins électriques de Norwich. Et c'est aussi la première fois que j'ai découvert la musique populaire. C'est vers ce moment-là, quand j'avais 6 ans. En rendant visite à mon grand-père, on m'avait donné comme boulot de rapporter des piles électriques à des petites batteries, ouais, parce que battery c'est les piles, mais là c'est accumulator batteries, donc des petites batteries au sens propre à la boutique de l'électricien pour les recharger.
évidemment, même moi dans les années 60, les transistors, les magnétocassettes, les disques, où ça se vendait? Ben, chez le marchand d'électroménager. Nous, c'était Chauveau. Ah, c'est vrai, mais c'est bien plus tard. Hein. Donc, pour la première fois, le gamin lui dit, allez, tu emmènes ça à la boutique pour qu'il les recharge. Eh bien, ouais, dans le magasin d'électricité, tout d'un coup, j'ai vu mes tantes regroupées ici, à écouter et à chanter, connaissant tout, hein, listening and singing along to all the songs. Ces trois tantes, les tantes avec qui on jouait là, les jeunes tantes. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir mes trois jeunes tantes qui étaient là à écouter, mais à chanter en même temps que la musique, à danser, et qu'elles connaissaient toutes les paroles. C'est un trompettiste qui s'appelait Harry James et l'orchestre de Glenn Miller, qui étaient les noms les plus célèbres en Amérique. C'est le moment aussi où Frank Sinatra a émergé comme chanteur. En avril 1943, on a redéménagé dans un appartement au premier étage du 32 Moseley Road, Penge, toujours ce quartier ouvrier de Penge, sud-est de Londres. 3 familles qui partageaient la maison, et là aussi un abri anti-aérien dans le jardin. John et moi, le petit frère, tous les jours on se rendait à Melvin School, 2 kilomètres de là. La grande fierté des gamins, c'était de collectionner tout ce qu'on trouvait qui concernait la guerre. Des shrapnels, des éclats, des petits bouts des avions ennemis détruits. On nous a donné des masques à gaz Mickey Mouse. On nous montrait des films de propagande. Un dont je me rappelle particulièrement, c'était les armes antipersonnelles que les avions allemands. Un dont je me rappelle particulièrement, c'est les armes anti-personnes que larguaient les avions allemands. Une qu'on appelait la Butterfly Bomb, la bombe papillon. Le film montrait un petit garçon dans un jardin qui en trouvait une, comme nous, on ramassait nos morceaux d'obus. Et puis, un week-end, mon père m'a emmené dans ses baraquements où je rencontrais ses amis soldats. Ils me montrèrent leurs casques, leurs fusils, me montrèrent comment on les chargeait, comment on tirait. On est allé à Maidenhead et on a rendu visite à un ami qui vivait avec sa famille dans une grande maison près de la rivière. La famille m'a invité à rester pour le week-end. Il y avait 3 enfants qui dormaient dans un seul grand lit, et bien sûr, moi aussi. Et la plus grande fille avait 10 ans. Et ben, on s'est un petit peu embrassés. Un amour qui n'a pas duré longtemps. Les Alliés avaient conquis la victoire finale sur les sous-marins dans l'Atlantique. Les armées allemandes et italiennes se sont rendues en Tunisie. Mon père était maintenant à Winchester en tant que mécanicien sur les tanks. Une fois est revenu à la maison avec un faisan mort. On n'avait jamais vu une bête comme ça auparavant. Une bête de telle couleur merveilleuse. Eh bien, on l'a plumé quand même, mis à la poêle, et on est restés les meilleurs amis du monde. Allez, assez pour aujourd'hui. Oui, c'est compliqué pour moi le choix de dire est-ce qu'on lit tout comme ça, même en bourrant un petit peu, pas entrant dans les détails. Alors que là, moi, c'est tout ce qui est prometteur, c'est ce qui va suivre. C'est pas tant que ça, hein, c'est le chapitre. Ça vous donnera juste le petit push de la prochaine fois. Vous verrez que c'est pas un sacré truc, hein. L'enfance de Bill Wyman, jusqu'à ce qu'il devienne, justement, Louis William Perks, Bill Wyman.